attire les polynucléaires neutrophiles qu'on appelle le KC, et ensuite le MCP1 qui attire les monocytes macrophages. Et l'autre type cellulaire récemment recruté ne fait pas ce travail. Donc, pour faire simple, qu'est-ce qui se passe dans un muscle? À l'état normal, il existe des macrophages résidents situés à côté des vaisseaux dans les enveloppes musculaires. S'il y a une stimulation, par exemple, une vaccination, les macrophages résidents sont recrutés aux alentours de la lésion. Ils vont produire des chimiokines, notamment le MCP1, qui va induire le recrutement, l'extravasation des monocytes vers le tissu. Ces monocytes vont migrer vers la zone lésée du muscle, vont opérer une phagocytose. Cette phagocytose va ensuite être suivie d'un changement de phénotype du monocyte macrophage qui va favoriser la régénération musculaire d'un côté et favoriser la réponse immune en se transformant en cellules. C'est pas vous? Vous devez savoir l'éteindre quand même, non? Ah, d'accord. Et c'est normal que ça fasse du bruit? C'est à vous? Ah bon, d'accord. Alors, les divas à l'opéra, vous savez, n'aiment pas être dérangés pendant quelque chose. Alors, donc, revenons à ce système. Donc, ces cellules qui ont fait la phagocytose sont capables de quitter le muscle et de se drainer vers les ganglions lymphatiques, d'où l'hypothèse que nous avions formulée que peut-être ce serait un des moyens utilisés par les particules pour sortir du muscle et se disséminer dans l'organisme. Donc, pour reprendre ce qui a été montré tout à l'heure, vous avez ici un monocyte circulant dans la circulation. Il va être attiré, après qu'on ait injecté des particules dans le muscle, par une augmentation du MCP1 local produit par les macrophages résidents. Il va donc être passé dans le muscle, se charger de particules, être drainé vers le ganglion lymphatique de drainage, où il va redistribuer probablement ces particules à d'autres types de cellules de la même famille, et in fine, le ganglion va se vider dans la circulation générale, et il va y avoir pendant des mois et des mois une circulation de cellules chargées de particules dans la circulation, avec la possibilité de pénétrer dans tous les organes branchés sur la circulation sanguine, notamment le cerveau. Et ceci selon un processus qui, là encore, dépend du chimio-attractant MCP1. Cette image qui vous paraît anodine est tout à fait impressionnante pour un neuropathologiste de voir que sur 15 cellules microgliales, c'est-à-dire macrophages résidents du cerveau, il y en a à peu près la moitié qui ont incorporé chacun une particule. Je ne reviens pas sur donc, les études de gain et perte de fonction du MCP1 qui témoignent que c'est vraiment un processus, la pénétration cérébrale des particules est un processus qui est lié aux cellules qui répondent au MCP1, c'est-à-dire qui expriment le récepteur CCR2 du MCP1. Alors, qu'est-ce qui se passe une fois que ça rentre? Toute la question est là. Et pour l'instant, nous n'avons pas précisément cette réponse. C'est maintenant ce qui nous attend comme travail. Maintenant, on a compris comment ça rentre. Maintenant, il faut comprendre qu'est-ce que ça y fait. Les seuls éléments qu'on a à notre disposition, c'est que si on regarde les cellules qui ont incorporé les particules à partir de la périphérie, dans le cerveau, ici un neurone, ici un macrophage périvasculaire, ces cellules expriment un marqueur inflammatoire qu'on appelle l'interleukine 1, qui est une cytokine de l'inflammation très connue. Et on sait qu'en fait, toutes les nanoparticules, quand elles sont incorporées dans une cellule, vont faire produire de l'interleukine 1. Donc, ce macrophage, et peut-être les neurones également, vont produire de l'IL-1 bêta, mais également du CCL2. C'est-à-dire que le MCP1 est lui-même produit dans le cadre d'une réaction inflammatoire qui est induite par l'interleukine. Tout ceci est susceptible d'induire un grand nombre d'effets plus ou moins neurotoxiques, à savoir d'abord une
activation des canaux du glutamate, notamment le NMDA, et induire ce qu'on appelle un stress excitotoxique, qui est un des mécanismes connus de longue date comme étant à l'origine de la neurodégénération. Et actuellement, on travaille beaucoup sur un autre effet, qui a un effet sur l'hyperexcitabilité, c'est-à-dire une modulation de la transmission ou un dysfonctionnement de la transmission entre deux neurones, entre les neurones au sein du cortex. Donc, il y a des mécanismes liés à l'inflammation dont on a les premiers éléments pour démontrer que au moins certains d'entre eux sont induits par l'incorporation des particules et qui sont susceptibles d'induire des mécanismes qu'on commence à décrypter clairement à l'origine de la neuroinflammation, des syndromes douloureux et des syndromes des maladies neurodégénératives. Alors là, il y a un article tout à fait intéressant parce que je crois qu'en fait, il décrypte la même chose que ce que nous cherchons à comprendre, qui est un article qui a été fait par William Rosten et son groupe, qui travaille à l'hôpital des 15-20, et qui a voulu comprendre les mécanismes de la toxicité du mercure, parce que vous savez peut-être que les Indiens Guarani de la Guyane, qui sont à proximité des sites aurifères, mangent des poissons qui sont très lourdement chargés en mercure et donc font des complications neurologiques extrêmement graves. Donc, il a eu des moyens pour explorer les mécanismes de la toxicité du mercure. Je rappelle que le thymérosal était, avec l'hydroxyde d'aluminium, incorporé comme adjuvant vaccinal lorsqu'il faisait des effets à peu près semblables. Eh bien, ce qu'il a montré, c'est que quand on soumet des rats à des aliments consommés par les Guarani, et donc fortement chargés en mercure, il y a comme premier élément une augmentation des cellules microgliales, celles qu'on a montrées ayant incorporé des particules chez nos animaux. Lui, il observe la même chose et ça produit du MCP1 local. Et de façon très curieuse, il s'aperçoit que cette première production de MCP1 est neuroprotective. Et ceci pendant 2 à 3 mois. Et au bout de 3 mois, si la stimulation au mercure continue, il y a une augmentation qui continue des cellules microgliales du cerveau, et leur effet bénéfique sur le neurone s'arrête, et le neurone meurt. Donc, c'est un effet biphasique, un premier effet où il y a une activation du MCP1 cérébral qui va être neuroprotecteur, et puis cet effet neuroprotecteur va être dépassé, et il va y avoir un effet neurotoxique. C'est intéressant parce que c'est aussi un mécanisme qui a été proposé à l'origine de l'explication de la sclérose latérale amyotrophique, où on sait que la microglie qui environne les motoneurones, qui sont le type neuronal qui souffre dans cette pathologie, eh bien, à un moment, vont exercer un effet neurotoxique après avoir été probablement pendant longtemps neuroprotecteur. Et vous savez que Chris Shaw, au Canada, a montré que l'administration d'hydroxyde d'aluminium à des souris induit un effet neurotoxique qui ressemble beaucoup à une sclérose latérale amyotrophique, puisqu'il l'a publié à 2 reprises, ceci étant son premier article. Alors, pourquoi le MCP1? Le MCP1, donc, il est maintenant à peu près établi de façon certaine que quand il est produit de façon chronique dans un cerveau, il induit une encéphalopathe. Ça, c'est un groupe très connu qui est celui de Hans Sokov, qui travaille à Chicago, qui l'a montré de façon absolument certaine. Il apparaît de plus en plus clair que c'est un des médiateurs très importants de la nociception, c'est-à-dire de la douleur d'origine centrale. Donc, il y a chez la souris l'évidence qu'on peut induire des troubles cognitifs, un effet neurotoxique et faciliter la douleur. Et chez l'homme, on commence à voir apparaître des articles qui montrent aussi que ce fameux MCP1 est associé à des troubles cognitifs dans la fameuse mild cognitive impairment dont on parlait tout à l'heure,
Ceci a été publié très récemment, hein, ça c'est 2007, mais également semble associé aux myalgies dans le cadre des fibromyalgies. Et donc à chaque fois, on voit une augmentation qui est tout à fait significative des concentrations circulantes de MCP1 chez les patients avec une MCI ou avec des myalgies chroniques. Donc, se dessine l'idée que les auteurs anglais qui maintenant de nouveau préfèrent l'ancien terme d'encéphalomyélite myalgique au terme de syndrome de fatigue chronique, parce que ça indique un processus physiopathologique fondé sur l'inflammation. Il est bien possible que donc ces auteurs anglais aient raison et que finalement ces facteurs de l'inflammation chronique cérébrale apamnoïque sont susceptibles d'être associés aux manifestations qu'on observe chez les patients ayant une néphrocyte amyotrophique. Alors, je ne reviens pas sur l'ASIA, mais je veux là vous dire ce que je vais faire avec l'argent que l'association m'a donné pour travailler sur les chimiques. On sait que l'hydroxyde d'aluminium induit un certain nombre de l'augmentation de la production d'un certain nombre de cytokines et de chimiokines. Et donc on a décidé de regarder dans votre circulation sanguine, de doser 30 chimiokines et cytokines qui sont connues comme étant induites par l'hydroxyde d'aluminium et comme pouvant participer à la physiopathologie du MCI et des syndromes myalgiques chroniques, comme je vous l'ai montré précédemment. Le mécanisme, alors, ça aurait été quelque chose d'à peu près impossible il y a une dizaine d'années. Dieu merci, maintenant il existe des techniques extrêmement sophistiquées, qui est la technique dite du Luminex, qui permet, c'est un système de microdosage extrêmement sensible, qui permet de détecter sur un tube de sang jusqu'à 100 cytokines différentes. Et ceci grâce à un système extrêmement élégant de capture des cytokines par des particules, encore des particules, ayant des fluorescences très spécifiques et qui, quand elles font un pont grâce à une cytokine donnée avec un anticorps dit rapporteur fluorescent, permet de montrer, dans un cytomètre en flux, que les deux particules, la rouge et la verte, forment un seul objet, ce qui témoigne de la présence de ce pont cytokinique. Donc c'est assez subtil, assez compliqué, assez cher, mais ça permet d'utiliser les prélèvements de sérum que nous avons déjà en magasin. On en a repéré à peu près 80 de vous autres. On est actuellement dans une phase de débrouillage. Donc on va doser ces 30 chimiokines différentes chez 80 patients atteints de myofasciite à macrophage, chez 80 patients témoins sains, asymptomatiques, si possible vaccinés si on arrive à les trouver, et dans un grand nombre de pathologies inflammatoires. Et on va voir s'il existe un signal chimiokinique, notamment sur le MCP1, qui se détache et qui serait spécifique ou spécifiquement associé à la myofasciite à macrophage, qui pourrait expliquer des lésions plus grosses après une injection musculaire et une diffusion plus importante des monocytes macrophages chargés de particules dans l'organisme. Je vous donnerai les résultats l'année prochaine. Voilà. Merci. Merci beaucoup Romain pour ça. Je pense qu'il y a quelques questions. Voilà. Moi, c'est des questions à poser au professeur Guérardi. J'en ai beaucoup. Premièrement, à propos de ce que vous avez dit de la Guyane et du mercure, est-ce que vous avez étudié le problème de l'aluminium à l'île de Guam? Moi pas, mais c'est une spécialité de Chris Shaw qui travaille à Vancouver. Et c'est justement parce qu'il a travaillé